on est parti pour ce temps de talk, ce temps de table ronde. Merci à vous quatre de cette présence. Et donc dans l'ordre, ils vous dévoileront un peu plus d'éléments, mais dans l'ordre générationnel, on a donc Afid Zeklini qui est ici présent, DJ Asphalt, Anissa et Maëla. Donc, ce temps d'échange est prévu justement pour qu'ils se présentent, donc je ne vais pas en dire plus. Cet échange, il est là pour faire du lien entre les générations et comprendre comment ils ont pu vivre des choses à leur début autour de la culture hip-hop et aujourd'hui être là assis parce qu'ils ont une activité professionnelle ou en voie de professionnalisation autour de cette culture. Et donc ma première question pour mes invités, c'est tout simplement en quelle année ils se sont connectés à la culture hip-hop et où, sur quel territoire. On va faire dans l'ordre. Ok. Donc bonjour à tous, moi c'est Afid. Moi on va dire que ça s'est fait en deux étapes. Il y a une première étape qui s'est fait vraiment dans les, on va dire, début années 80, 84 peut-être, 85. D'ailleurs un des films qui a été référence Brix 84 qui a été aussi une inspiration. Et en fait il y a eu un petit moment de latence, je pense en 3-4 ans, et j'ai repris vers 90, parce qu'il y a un moment où on a commencé, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis depuis le repris 88-90, c'était mon stop. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça continue. Et c'était un mauvais jeu. Alors, bonjour à tous, DJ Asphalt. Alors, moi je suis rentré dans le hip-hop par le biais du rap en 90. Donc c'était l'époque des premiers albums de rap français avec la première compilation de rap français qui s'appelait Rap Attitude, qui est sorti en 90. Et donc voilà, ma première approche du hip-hop, ça a été par la musique, par le biais du rap. Donc je suis tombé immédiatement fou amoureux. Donc voilà, comme je dis, c'est mon premier amour, quoi. Le rap, c'est vraiment la première fois que j'ai entendu ça, j'ai été interpellé et puis j'en ai toujours écouté depuis, j'ai jamais arrêté. Et donc c'était en 90 avec le rap français, puis après il y a aussi le rap américain, le Public Enemy notamment. Et c'était dans la ville où je suis né, à Armentières, un quart d'heure, 20 minutes de ville. Et voilà. Mais aujourd'hui, t'es pas rappeur. Non, je suis pas rappeur. En fait, la première fois que j'ai écouté un album de rap américain, c'était le troisième album de Public Enemy, Fear of a Black Planet. Et en fait, sur l'intro, tu as une intro avec des scratchs avec un DJ, Terminator X, le DJ Public Enemy. Et là, je me souviens très bien, je rentrais du collège, on avait fait la cassette, je l'ai écouté. Et dès l'intro, je me suis dit, je veux faire ça, c'est mortel. J'ai entendu du scratch et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça a été vraiment une révélation. Une révélation, voilà. C'est vraiment. Et c'est que. Combien 5-6 ans après que je suis devenu DJ parce que j'ai pas le matériel, donc il a fallu que j'ai 16 ans pour pouvoir travailler l'été, pour m'acheter mes premières platines. Donc je suis devenu DJ en 96. Mais en fait, dès 90, quand la première fois que j'écoute un album de rap américain, il y a eu un pro de scratch et je me dis, c'est ça que je veux faire. Donc, voilà. Et après, il m'a fallu 6 ans pour réaliser mes rêves, on va dire. Mais voilà. Tu pourras nous raconter après. Ouais. Trop bien. Donc Armentières, Maubeuge. Ouais. Ok. Bonjour à tous. Du coup, moi, Anissa, je suis belge. Donc, je suis de la région de Mons, c'est pas loin de chez vous. Normalement, vous connaissez un peu. Moi, j'ai commencé à danser là-bas plutôt. Mais plutôt voilà, prendre des cours de danse en fait dans des écoles. Donc je dirais pas que c'est ça ma première introduction au hip-hop parce que voilà, c'était un peu une milieu chorégraphique, commercial et je sentais pas que je faisais du hip-hop forcément. Et c'est plus quand j'ai déménagé à Bruxelles en 2014 où là, et même en fait en janvier 2014, j'avais un crew à l'époque à Louvain-la-Neuve où j'ai étudié. Louvain-la-Neuve qui est une ville où ça danse beaucoup en ce moment en Belgique et j'avais un coup dans cette ville voilà, à l'époque et on est parti à Los Angeles justement pour manger beaucoup de Corée, faire plein de cours et on était complètement perdus et là on a rencontré Super Dave qui est un pionnier de la danse freestyle de Bay Area de cours à Los Angeles et ça a été mon premier cours freestyle avec cette légende. C'était incroyable et depuis j'ai plus voulu arrêter le freestyle, j'avoue. 6 mois après, j'ai déménagé à Bruxelles parce que je savais que ça dansait là-bas. À l'époque, on a un peu que YouTube, je voyais qu'il y avait des battles en soirée, qu'il y avait des battles sur YouTube et je devais vraiment aller voir voilà, cette ville à Bruxelles.
Et donc c'est vraiment en 2014 que j'ai lancé, j'ai collé Balou The Cage pour qu'il m'entraîne, il pourra témoigner. J'ai été un peu chiante, non, en gros, voilà, j'ai vraiment poussé pour avoir des entraînements avec lui. C'est vraiment en 2014 que j'ai commencé les top freestyle. Ouais, ça fait longtemps, moi, on entend bien. Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Maëla, je viens de Maubeuge et moi j'ai commencé la danse du coup à Maubeuge dans l'association Secteur 7. J'ai commencé tout d'abord en prenant des cours, voilà, dans la danse. J'ai commencé du coup en 2012, je suis arrivée en 2012 à Secteur 7 et depuis je suis toujours. Après vraiment où je me suis plus intéressée vraiment à la culture hip-hop, freestyle, etc. Je pense que c'est plus en 2016, 2017. Parce qu'avant, je faisais des cours, enfin, je me consommais, mais c'est tout. Super, merci. Donc on a plusieurs territoires de représentés, on a un petit fief à Maubeuge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui ont suivi l'événement depuis son début et toutes les propositions qui ont été faites, on se rend compte quand même dans notre région qu'il se passe quelque chose de fort côté Maubeuge parce qu'on a eu plusieurs invités qui viennent de ce territoire-là. Et donc, une des questions que j'aurais pour Afid, en plus de ton partage de ton parcours, c'est selon toi pourquoi Maubeuge, qu'est-ce qui se passe de particulier à Maubeuge pour qu'il y ait un terreau comme ça aussi fertile en termes de culture hip-hop et de personnes qui grimpent et qui se professionnalisent. Donc Maubeuge, Armentières, c'est une ville où, si vous suivez un peu la culture de notre région, on a des gens comme Rachida Menzou qui viennent de ce coin-là, de Bayeul. Et on a une problématique qu'on entend souvent quand on écoute un peu les histoires des DJ, c'est la problématique du matériel. Les DJ, le premier frein, c'est avoir accès à un matos nécessaire pour pouvoir scratcher. Et ce matos-là nécessite de l'argent. Et donc, pratiquer cette discipline-là, ça demande un effort, on va dire, supplémentaire financier. Enfin voilà, c'est pas comme la danse, on a notre corps, on peut aller choper de la musique un peu partout, même les premiers danseurs hip-hop allaient dans les bouches de métro, parce qu'il y avait de la musique peut-être accessible. Le DJ, c'est un frein. Et puis, cette année, souhait de notre programmation d'aller chercher la Belgique et Bruxelles, bien sûr. J'ai entendu un nom comme Balou The Cage, qui est un danseur connu et reconnu de ce territoire-là, qui a formé beaucoup de monde et qui un jour peut-être sera l'invité de cet événement. Mais merci Anissa d'avoir cité Balou parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et puis Super Dave, on a eu un blaze américain parce que quand même, disons-le, c'est une culture américaine à la base qui transpire aujourd'hui en France et de façon internationale, mais à la base ça vient des States, ça vient de New York. Voilà, donc pour dessiner un peu tout ça, et donc ma question c'était, Afid, est-ce que tu peux nous partager avec qui t'a transmis en fait à tes débuts et qu'est-ce qui se passait à Maubeuge en fait, pourquoi à Maubeuge il y a eu ce terreau-là et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a Maëla qui est en dernière génération, qui est aussi de Maubeuge. Alors Maubeuge, en fait, il faut savoir qu'au départ, avant même qu'il y ait la danse, il y avait beaucoup de rappeurs. Voilà. Il y avait un mouvement de rap qui était là et c'était des gars qui étaient là depuis un moment et qui ont fait, je pense que ça a été un petit peu la première ouverture. Après, il y a eu il y avait un groupe qui s'appelait, les premiers qui sont arrivés un petit peu à Maubeuge, c'était un peu la génération Secteur 7, mais qu'on appelait à l'époque SLC, en fait. Voilà, ils appelaient ça sur le lieu du crime, sur le truc, voilà. C'était à peu près, c'était avant Secteur 7, il y avait SLC, donc là ça a plus de 30 ans cette histoire. Il y avait Abdelhey Péa son âme, qui était un des précurseurs de ce mouvement, avec Karim qui est toujours en cœur actuellement, et c'était les premiers prépices. Et en parallèle de ça, il y avait un groupe, il y a Kali, je ne sais pas si c'est Kali, il y avait à l'époque un groupe qui s'appelait Africa. Et c'était le premier groupe en fait qui était, d'ailleurs il y avait Oswald, qui était à son âme aussi, qui était de cette région-là, et puis ils avaient en fait un groupe de 3 danseurs, ils étaient à 3, ils faisaient du rap, on a commencé à les voir à la télé, c'était les premières inspirations, et c'est vrai que ça a donné un petit peu envie à Maubeuge, c'était des gens de Maubeuge, avec quelques-uns de Roubaix, avec Oswald,
Et du coup, ça a été un peu nos inspirations. Et Kali, en fait, ensuite, par la suite, a décidé de prendre le lead de certains danseurs de Maubeuge. Donc en plus, on s'est associé avec SLC, etc. Moi, à la base, j'étais un petit peu comme un électronique, je faisais mon truc tout seul, je m'entraînais, j'aimais bien. En fait, j'avais pas forcément d'inspiration et tout, c'était juste quand le hip-hop, quand je me suis mis au hip-hop, en fait, entre nous, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je m'en foutais en fait du hip-hop. Dans le sens où ce qui m'intéressait surtout de l'hip-hop, c'était que je voyais des gens qui étaient dans une salle, il y avait de la musique, c'était du fun, et ils s'éclataient. Et en fait, c'était même pas la culture du hip-hop, si ça avait été punk, je sais même pas. Et en fait, c'est cette vibe qui m'a attiré dans le hip-hop. Ce qui m'a attiré, c'est vraiment ça, c'est cette vibe. Et ensuite, suite à ça, je me suis dit, attends, c'est génial ce qui s'y passe justement dans cette vibe-là. Et après, c'est comme ça que j'ai voulu, je me suis mis un peu plus dedans. Voilà. Mais je regardais évidemment les clips, je regardais les choses, j'aimais bien. Mais c'était pas, je me suis entraîné comme tout le monde dans ma cave, dans les caves de la cité, avec mon pote. Après, je joue au foot. Et puis, quand on s'est mis des objectifs vraiment à travailler. Et il y en a eu plein. Il y a eu des moments charnières dans notre vie. On a eu quand même un parcours où on se considère un petit peu comme des privilégiés. Sincèrement, on a eu des rencontres qui ont été exceptionnelles. Donc avant 2000, j'ai commencé à travailler avec Romu sur les premières créas. Mais avant 2000, en fait, déjà on avait fait la Villette. C'était la première expérience. Non, c'est moi, c'est pas faux, pardon. C'était la première expérience, en fait, où c'était en 96. En fait, nous sommes la première génération à avoir cassé un petit peu les codes de la culture hip-hop, c'est-à-dire qu'on est sorti de la street au théâtre. Ça, tu vois, donc la Villette, le premier festival en 96, il y avait Farid Beki, je crois qu'il y avait Zoraï, il y avait Post Power à l'époque aussi qui était un peu programmé. Donc c'était un peu une quarantaine des meilleures compagnies de France, en tout cas les plus visibles, on va pas dire les meilleures, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas les plus visibles, les plus acteurs. Et voilà. Et ensuite, on a commencé en 98 ici à Lille. Il y a eu un gros moment aussi, c'était avec Dans la Vie la Danse, on a fait une collaboration Cosmos, parce que ça s'appelait Cosmos à l'époque. Voilà. Cosmos, en fait, c'est un groupe qui a été créé par Kali. On a fait un petit peu, on faisait plein de petits shows, des concours, des tremplins régionaux qu'il y a eu avec Fred Tribala à l'époque dans la Vie la Danse. Et en fait, de là, on a commencé, vraiment, ça a été les tournants, on a fait Graines de Star à l'époque. Donc c'était l'émission. Et de là, il y a eu Malika, il y a la Starac, etc., qui faisait partie de ce crew-là. On a commencé à travailler dans les clips. Et donc chacun a choisi un petit peu un réseau. Et moi, ma rencontre, donc après, on a travaillé avec Fred Tribala dans la Vie la Danse pour un festival américain à l'époque, en 87, qui s'appelait le Festival américain de Lille. Et on avait accueilli les Ghetto Originals. Les Ghetto Originals, à l'époque, c'était les meilleurs danseurs au monde. Tout simplement, les Américains qui sont arrivés à l'opéra. Et c'était la première fois, un des premiers moments où les danseurs hip-hop dansaient à l'opéra. Donc nous, on a eu la chance de faire la première partie des 8 dates, 8 ou 9 dates à ce moment-là. Et puis en fait, de là, cette pièce qui était juste une commande pour cette 8 dates, on en a fait une quarantaine ou 50 par la suite, parce que en fait, il y a eu toute la France qui est venue, il y a l'étranger qui est venu voir les Américains, et nous étions en première partie. Donc c'était incroyable comme expérience, au-delà du lieu de prestige, mais au-delà aussi il y avait des Fables, des Remind, je ne vais pas en citer, mais après on a commencé à travailler avec eux. Dans la résidence, c'était vraiment un point important, en tout cas dans ma formation, parce qu'ils nous ont permis de rencontrer des Américains. Les premiers à avoir fait des pointings, des trucs de Lox avec Mr. Freeze, voilà, c'est comme une référence qui a été après appuyée quand je suis parti à Paris à un moment, travailler avec Junior, Améida qui m'a beaucoup inspiré en tout cas dans les formations. Et voilà, en fait il y a plein, on a travaillé avec Robs qui était là par la suite, un peu plus tard, quand on a collaboré avec Farid Beki, qui est selon moi voilà, la personne qui m'a le plus inspiré, la personne qui m'a donné ma chance en tant que directeur artistique sur de gros projets. Voilà, il y avait Farid, c'est vraiment quelqu'un qui garde une place, je pense que Romu aussi, dans notre cœur et au-delà de l'humain, mais aussi artistique. On disait toujours, quand tu sors de l'école de Farid, t'es la bonne école, parce qu'en fait, il t'épuise tellement, il va tellement chercher, donc, et ça, c'était assez positif. Voilà, donc après 2000, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler, j'en avais là, j'avais perdu le fil, mais on a eu la chance de bosser avec Popin Taco. Voilà, donc on a travaillé avec Popin Taco, on n'a pas juste fait des stages avec lui, il a travaillé avec nous, avec Rob d'ailleurs, sur une pièce, donc on a quand même des références incroyables. Et voilà, au-delà de Super Bass, qui était une inspiration pour moi, une dizaine d'années avant, vers le début du livre, quand je suis parti à LA justement pour le rencontrer, moi je suis parti pour m'entraîner avec les ghetto,
les cris de Bougalou, mais les cris de Bougalou ne donnaient pas trop de cours. C'était très compliqué d'avoir les cours de rue. Donc moi je me suis retrouvé parce que je venais du Lot. J'étais parti voir les Tokyo City Lockers, donc qui était vraiment un truc de fou. Donc moi j'ai profité de ça et j'ai rencontré Superdev, en plus des cours très commerciaux liens. Superdev a été une influence. Et d'ailleurs j'ai fait, moi je suis pas très batteur machin, mais le seul juste debout que j'ai fait, je l'ai fait quand Superdev était dans le jury. Et on est arrivé en finale juste debout avec Sofiane à l'époque. C'était en 2006. Et organisé par évidemment Art Track, un des premiers, en plus dans les débuts. Hein, c'était le premier à lire et c'était un événement incroyable. Celui-là, c'était vraiment top. Et d'ailleurs, c'est parce que c'était Romu. Et on a tous été, et puis c'était génial. Il y avait moi je me souviens de ce battle-là, il y avait notamment avec Pupito, il y avait des battles incroyables. Et voilà. Je ne vais pas garder trop la parole, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Excusez-moi si je suis un peu trop bavard, tu me coupes. Non mais j'avais... Il n'y a aucun problème, on est là pour ça, pour bavarder, pour tchatcher. Il y a déjà des liens qui se sont faits. Je te parlais de Super Dave, Anissa en parlait. Romu, Secteur 7 qui organise... Excuse-moi, je t'écoute aussi. Mais Maïla, c'est ma petite sœur. C'est vraiment, c'est au-delà du cœur, c'est Big Love pour ma sœur. Asphalt, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble sur plein de trucs, avec Malik Berki et tout, tu vois. Enfin, on s'est rencontrés sur plein de choses. Donc on est tous connectés, et même je crois qu'Anissa, parce que moi j'ai beaucoup donné cours au Move Zone à Bruxelles, etc. Donc on se connaissait de vue, on n'a jamais, je pense pas, fait des trucs ensemble. Ouais, t'as fait mes cours, tu vois, je vous apprends des trucs, parce que j'étais vraiment, j'ai eu plein de gens à Bruxelles, j'étais vraiment dans un... Parce qu'en fait, je suis arrivé, c'était le français, j'avais un mood qui était inspiré. En fait, nous, ce qui s'est passé, quand on dansait avec Cosmos à l'époque, on était différent de ce qui se faisait dans le Nord. Parce que notre inspiration, c'était la Belgique. L'Allemagne, c'était les Spunky, c'était Magic Force, Spunky Love et tout, tu vois. Donc nous, on arrivait vraiment dans un truc qui était complètement différent. Donc nous, après, quand je suis arrivé en Belgique, j'avais un petit peu la French Touch, dans une vibe qui était belge, tu vois, et l'énergie belge, entre guillemets, nous a permis d'exploser en France, mais après, moi, personnellement, mon côté French Touch m'a un petit peu aidé dans le milieu belge, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai fait un petit peu le lien, voilà. Donc, Yes. Moi, je vous ai pas choisi aléatoirement. Hein. Il y a de bonnes raisons que vous ayez autant de liens aussi forts et je suis contente d'avoir Emaëla et toi ici. D'ailleurs, merci d'être là. C'était pas facile de t'avoir avec. Merci d'avoir parlé de Cosmos. Donc Cosmos, c'est le crew qui a fait que je pense Maubeuge a pété, comme on dit, à un moment donné, parce que Graine de Star et SLC, ouais. Karim et tout. Mais après, de toute façon, c'est tous ensemble. Karim, donc. Nommons-le clairement, c'est Karim Zawi qui est aujourd'hui directeur de l'association Secteur 7, qui aujourd'hui fait que cette culture vit vraiment de façon hyper énergique sur Maubeuge et plus large bien sûr. Malika qui était dans Cosmos, qui est en fait belge. Qui est belge. Qui est monsoise. Voilà Malika Benjelou là. Qui est prof de danse à la Star Academy aujourd'hui, si peut-être que ça vous parlera plus. Enfin aujourd'hui, l'année dernière, exactement, saison 26 de Star Academy. Et donc voilà, tous ces liens-là font que Maubeuge a formé beaucoup d'artistes aujourd'hui très confirmés. Et tu as cité quelque chose de très important pour ceux qui ne sont pas très acculturés à notre histoire en tant que danse hip-hop dans la région, c'est la particularité d'avoir eu les Américains et les fondateurs des danses hip-hop à un certain temps dans la région, amenés par Dans la rue la danse. Alors, je vais porter un truc, mais ça n'engage que moi. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Américains, ils ont apporté beaucoup de choses, mais je pense qu'en France, on avait quelque chose qui était unique. On avait une manière aussi de... On avait déjà notre identité. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a eu même un moment où les Américains, je pense que se sont inquiétés parce qu'il y avait une énergie particulière, tu vois, ici en tout cas en France, et qu'ils n'arrivaient pas à trop canaliser. Donc il y a eu même des gros débarquements avec les États-Unis qui voulaient revenir sur les steps originaux, etc. Et il y a eu un gros, donc les années 2000, c'était vraiment, il y avait beaucoup de clash par rapport à ça. Et en fait, après on s'est rendu compte que l'hip-hop, c'est l'hip-hop, mais en fait, ce qu'il faut savoir, et ça n'engage que moi dans ce type de truc, je dis toujours, c'est que mon histoire, c'est pas la même que celle de Anissa, c'est pas la même que celle de Rome, c'est pas... Donc en fait, chacun crée sa légende personnelle.
Par exemple, pour beaucoup, ils vont dire, moi, ce qui m'a inspiré, c'est Michael Jackson. Moi, Michael Jackson, j'ai adoré, mais ça m'a pas inspiré à faire de la danse, tu vois. Après, d'autres choses, parce qu'après, il y a tellement de courants, on s'inspire tous des uns des autres. Et en fait, on n'est pas resté bloqué dans un truc bien spécifique. Voilà. Nous, même en étant avec nous, on avait été au Radio Tron à l'époque, juste avant que ça s'arrête aux États-Unis. On avait été là-bas, on avait été sur des fêtes vidéo, sur les Was One Wall à l'époque, c'était gros battles, enfin voilà, on était dans des battles de fou, parce qu'on voulait comprendre aussi l'essence même de ce qu'il y avait, tu vois. Et nous, on avait toujours besoin de comprendre, d'être en place, et après, en fait, de faire notre propre idée, tu vois. Et dans tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, et c'est pour ça que, moi en tout cas, je pense que je suis encore là depuis toutes ces années avec Robs et tout, c'est parce que on va jusqu'au bout de ce qu'on veut, même si ça ne nous plaît pas, on y va, on va voir, et à partir de là, on se dit, ok, ça c'est pour moi, ou ça c'est pas pour moi, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, en fait, tu avances. Même si tu pars dans un endroit où tu n'es pas, tu dis au moins, je sais que j'irai pas dans ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc on garde un peu ça. Et que ce soit dans la danse, que ce soit dans la vie, dans le truc, il faut expérimenter, il faut être curieux, il faut aller voir ce qui se passe, il faut parler, il faut échanger, il faut se rencontrer, il faut pas se braquer, chacun a sa propre histoire et ça se respecte. Voilà. Et en plus on est dans un monde où tout évolue trop vite et on a besoin aussi d'être restés connectés les uns des autres pour pouvoir chacun trouver sa place dans cette évolution. Sinon, on va rester des vieux cons dans notre façon de voir les choses. Et ça, c'est un petit peu, c'est pas le but, quoi. Voilà. Merci. Je profite de tout ce que tu viens de dire pour dire deux choses. La première, c'est que cet événement, il est fait pour ça, justement, c'est pour se faire rencontrer les générations et se partager les expériences et grandir ensemble sur des fondations fortes. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'un des enseignements des danses hip-hop et de la culture hip-hop, c'est ce que tu viens de dire, c'est que pour tous ceux qui prennent des cours de danse hip-hop avec des bons transmetteurs, la première chose qu'on te dit, c'est moi je vais te montrer ce step comme moi on me l'a transmis et comme je le ressens, mais surtout, un peu, on va dire, mais surtout fais-le pas comme moi. Fais-le comme toi tu as envie de le faire. Et c'est ce que tu disais en disant on prend la forme, on prend la culture, on prend l'information et on garde ce qui nous résonne en nous et on en fait quelque chose de nouveau. Et je pense que tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, on a les gens qui nous transmettent nous disent t'es pas encore arrivé en fait. Pour l'instant tu fais comme moi, mais va plus loin parce que tant que tu feras comme moi, en fait tu seras pas au bout de ton art, tu seras pas au bout du process. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire en disant qu'on s'approprie la chose, mais on doit se la... En fait, ce qui est important dans ce que tu dis, je te rejoins, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des fondamentaux, quoi qu'il arrive. Les fondamentaux, les bases, c'est les bases. Il n'y a pas une manière de faire, mais apprendre comment en fait tu t'appropries justement ces fondamentaux, libre à toi. Maintenant, il y a tellement de gestuels qui deviennent hybrides, qui viennent truquer, mais toutes ces gestuels-là deviennent hybrides, justement parce que c'est à partir d'une base qui est là, qui est bien installée, qu'on développe. Par contre, quand on commence à voir des choses qui sont complètement, je vais mettre un truc entre guillemets, mais c'est parce qu'il y a la tête expérimentale, où ça ne ressemble à rien, où j'arrive pas à comprendre quelle est la base derrière. Après, on peut partir dans l'expérimental, mais il faut quand même que je ressente s'il y a une fondation derrière ça. Et je me dis, ah ouais, ok, parce qu'il y a un moment, en tant que spectateur, j'ai besoin d'avoir des éléments qui font écho à mon subconscient, à ma manière de concevoir la danse. Si maintenant il y a tellement de paramètres qui sont, qui sont dessus, donc du coup je mets un blocage en fait, ça me touche pas. Donc du coup ça m'intéresse des moments où je me dis, ok, il y a ça, mais ça me fait penser à ça, ça me fait penser, mais on sent que c'est maîtrisé, mais c'est parti plus loin, tu vois. Donc c'est en ce sens-là. Donc c'est vrai que sur la transmission, ce qui est important, c'est que les fondations sont les fondations, les bases sont les bases. Tu vas faire du classique, du jazz, il y a des exercices que tu fais depuis 30 ans. Quand tu fais du hip-hop, c'est pareil. Le balance, tu vois, les trucs comme ça, c'est des bases, c'est indéniable. Et il ne faut pas commencer à courir avant de savoir marcher, tout simplement. Merci. Non mais c'est important et on a enregistré, tout est documenté. Et voilà, sachez que toute notre discussion là, elle est documentée par un de nos invités qui est B-Boy Knowledge, qui fait un travail exceptionnel de capitalisation des archives hip-hop. Et donc il a un stand, il peut vous partager comment il fonctionne, mais en tout cas du coup, Knowledge
filme notre discussion et ce sera disponible sur YouTube et on pourra rebondir dessus, aller chercher l'info quand on en aura besoin. Et pour rebondir sur ta première remarque où tu disais je parle trop, mais en fait je les ai prévenus, je leur ai dit, vous savez, Afid c'est la génération la plus ancienne de vous quatre, et du coup il a un parcours plus riche et donc beaucoup plus de choses à raconter, donc c'est ok. C'est plus intéressant, hein, plus ces générations, ils ont plein de choses. Il n'y a rien d'inintéressant, il faut juste avoir l'info au bon moment. Et donc pour vous trois, je repose ma question, c'est qui vous a transmis, et au-delà du qui a transmis, aussi qui était autour de vous au moment où vous étiez apprenant, en fait quel était le cercle autour de vous. Il y avait de l'information descendante, mais il y a aussi de l'information qui circulait dans peut-être un crew. Enfin voilà, qui était autour de vous dans vos débuts. Donc toi, Asphalt, plutôt comment tu t'es formé à la discipline du DJing? Plutôt en solo. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de cours de DJing, il n'y avait rien de tout ça. Donc on allait chercher l'info à la source, c'est-à-dire sur les albums, écouter ce que faisaient les DJ en termes de scratch, en soirée, les mix, etc. Donc l'idée c'était d'aller chercher l'info, de dire ah tiens il fait ça, visiblement ça se fait comme ça, je vais essayer de le faire moi-même. Donc c'était vraiment du mimétisme en fait, on cherchait l'info, on allait à la source. Et après on essayait de le faire chez soi, quoi. Et après au niveau de l'entourage, très vite en fait les amis en fait je les ai rencontrés par rapport au rap. En fait on était quelques-uns à écouter du rap dans la ville où j'habitais et ce sont devenus mes meilleurs amis, quoi, notamment DJ Serum avec qui on a commencé. En fait on se connaissait depuis le collège, on se connaissait parce qu'on se prêtait des cassettes, on s'échangeait des mixtapes, des cassettes, des albums de rap, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. On était deux des rares élèves du collège où j'étais à écouter du rap. DJ Serum. Oui, DJ Serum, qui est maintenant sur nous notamment. Et donc lui c'est mon acolyte, c'est vraiment mon frère. On a commencé les bâtiments ensemble en fait, parce que comme je disais, on se connaissait depuis le collège par rapport au rap justement. Et après lui a changé de collège, on s'est un peu perdu de vue, on se croisait de temps en temps en ville et c'est tout. Et on s'est recroisé à un moment où on achetait tous les deux des bâtiments en fait. Le bosser pendant l'été, on s'est dit à la rentrée, moi j'achète des petits là, moi aussi, vas-y passe à la maison, on va scratcher ensemble. Et en fait ça a commencé comme ça, en fait, comme tous les deux on avait du matos au même moment et qu'on voulait devenir DJ, du coup on s'entraînait ensemble et donc c'était vraiment mon acolyte, Serum, c'était vraiment mon acolyte, mais à part DJ Serum et mes amis, tout ça que j'ai rencontré au collège et avec qui on se passait des cassettes et avec qui on traînait. Mais j'avais pas vraiment de formateur. Voilà. J'avais plus des modèles en fait, des gens comme Chara, DJ Killer, les DJ des groupes américains comme Tony Altorex, le DJ de Tommy, DJ Scratch du groupe PMD. Donc il y avait pas mal de DJ et en fait c'était vraiment, on essayait de choper l'info. À l'oreille. À l'oreille. Moi par exemple j'ai appris à mixer en écoutant des mixtapes, notamment beaucoup Cut Killer qui faisait beaucoup de mixtapes au niveau des années 90. Donc je me démerdais pour choper ces cassettes, je les écoutais et j'essayais de comprendre ce qu'il y a en fait. Genre j'ai appris le passe-passe en écoutant des mixtapes où il y avait du passe-passe. C'est mortel, il y a la même phase musicale, comment il fait, j'ai essayé de comprendre, de décortiquer le truc. Et en fait j'ai appris à faire du passe-passe avant de toucher, avant d'avoir du matériel en fait. En me disant, un jour où j'aurai du matériel, je vais travailler ça. Donc je pense qu'il joue à gauche. Après, il passe à droite, et ainsi de suite, il revient dans le temps, machin, et donc j'ai compris la technique du passe-passe, qui est le fait que, comme on dit, le passe-passe, c'est un peu l'ancêtre du sampler, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon et on le met en boucle. Et à l'époque, au début, dès les années 70, il y a des DJ qui ont fait du passe-passe, comme Cool Herc notamment, et ils faisaient ça pour mettre en boucle un break au milieu d'un morceau, par exemple. Ce qui a donné le son, ce qui a donné la naissance au breakbeat, et aussi le breakdance, le terme vient aussi de là, parce que les b-boys dansaient sur ces breaks justement de funk, de disco, de rock, etc. Et donc l'idée c'était de faire du passe-passe pour boucler et faire durer plus longtemps un court passage d'un morceau. Et donc ça a été repris par les DJ hip-hop, en rap, etc. Et donc moi c'est quelque chose qui m'a parlé très tôt.
Et donc, comme je disais, pour la petite anecdote, c'est que j'ai appris à faire ça en l'écoutant, en comprenant avant de pouvoir le pratiquer. Parce que contrairement aux danseurs ou aux rappeurs, on ne pouvait pas, un rappeur qui a un stylo, qui fait sa ligne de partie, un danseur, ben voilà, il n'a besoin de rien, entre guillemets. De la musique, quand même, c'est mieux. Mais à part la musique, ce que tout le monde peut avoir accès, normalement, il n'y a pas besoin de matériel, de choses compliquées. Alors que il fallait une paire de platines, une table de mixage, ça coûtait super cher à l'époque. Même pour du matos pas terrible, pas professionnel, ça coûtait quand même cher. Alors qu'aujourd'hui, il y a des contrôleurs des solutions beaucoup moins chères pour les jeunes DJ. Si vous avez 100 balles, vous voulez devenir DJ, vous pouvez. Ce qui était totalement impossible il y a 20 ans, 30 ans, etc. Sans compétence, c'est énorme. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi des facilités qui permettent à des gens d'être DJ sans avoir beaucoup de compétences, entre guillemets. Mais à l'époque, c'était vraiment l'inverse. T'apprenais, tu comprenais, t'étudiais, et le jour où tu avais la possibilité d'avoir du matos, tu essayais de le faire, et puis tu t'entraînais, tu cassais la tête aux gens autour de toi, jusqu'au jour où tu y arrivais, puis voilà. Donc moi, ça a vraiment été ça, entre guillemets, je me suis fait tout seul, quoi. J'ai pris plein d'inspiration partout, donc j'avais plein de modèles, je me suis pas fait tout seul dans la... Autodidacte, mais j'imagine qu'après, t'as demandé quand même peut-être une espèce de validation. En tout cas, tu as été chercher est-ce que ce que je fais, ça, c'est ok ou c'est pas ok? Non, ou même pas ça, cette étape-là, tu l'as. Même si au début, quand tu commences à te produire en live, tu cherches la validation, de voir comment les gens réagissent, les retours, etc. Et même avant ça, dans mon parcours d'enseignement, on va dire, j'allais voir les DJ, le peu de fois où il y avait un DJ qui jouait, forcément, je bloquais sur ce qu'il faisait. La première fois que j'ai croisé le killer, j'étais saoulé en me disant comment tu fais ça, comment tu marches, et ça, et j'ai posé plein de questions. Elle était super cool d'ailleurs parce qu'il m'a donné plein de petits tips, de petits conseils. Mais à l'époque, c'est vrai que ça marchait vraiment comme ça. Le tutoriel, ça n'existait pas. J'ai vu un tutoriel, ça faisait, je sais pas, 15 ans que j'étais DJ, je pense. La première fois, peut-être pas 15 ans, mais sur lesquels je donnais déjà des cours depuis des années. La première fois, j'ai vu un tuto DJ, c'était avec YouTube, etc. Et encore YouTube, c'est arrivé, je pense, à la fin des années 2000, mais le tutoriel DJ, tout ça, c'était pas au début des années 2000. Ok. Et l'année dernière, on avait un invité qui représentait la première génération. Il me semble que c'est toi qui m'avais soufflé son nom, DJ Mourad, de Dunkerque, Big Up Dunkerque. Aussi, qui était aussi très très chaud. Mourad, c'est le premier DJ hip-hop de la région, en fait, génération depuis des années 80. Donc, il y avait quelques DJ à Paris, comme Dynasty, Shabba. À Paris, tu avais quelques premiers DJ hip-hop à Paris, et à Lille, le premier, en l'occurrence à Dunkerque, c'était Mourad. Donc, pour moi, ça a tout de suite été un modèle, parce qu'on m'en a parlé quand j'étais jeune DJ, je ne le connaissais pas, et puis je l'ai rencontré, pareil, je l'ai saoulé, on a parlé de plein de choses entre DJ, on n'était pas nombreux, donc forcément, on avait la chance de croiser un autre DJ hip-hop, on passait des heures à parler, à refaire le même, à se donner des conseils, etc. Donc Mourad, ça a été comme un grand frère que j'ai découvert, c'est pas lui qui m'a mis dans le DJ, par exemple, j'étais déjà DJ quand je l'ai rencontré parce que j'étais DJ justement, et comme on a parlé, le jour où je suis tombé sur lui, on est devenus potes et puis on est toujours resté en contact avec lui. Et c'est vrai que c'est un DJ qui a ouvert pas mal de portes pour ma génération et les générations suivantes, parce que moi j'étais deuxième génération de pop, quoi. Parce qu'il y avait la génération années 80 avec des gens comme Farid Berti, comme Afid, comme DJ Mourad, et après une génération plutôt 90, ma génération, et ainsi de suite, quoi. Donc ouais, c'était un plaisir de rencontrer ce genre de personnes qui étaient bien avant moi et qui avaient essuyé les plaques pour notre génération, quoi. Super. Vous avez plein de blagues, hein. C'est pas je prends des notes. Mais... En tout cas, merci. On a tellement rarement le temps de faire ce point-là que c'est pas grave en fait. Faut noter. Aussi au niveau du graffiti, c'était très chaud. Un jour, on aura des artistes à graffiti. Chlore, plein d'autres gens, Dean, etc. En termes de graphe, Dunkerque, pour moi, c'était la capitale du graffiti. Comme Roubaix, par exemple, était la capitale du popping,
dans le Nord à une époque, il y a une vingtaine d'années. Donc il y a eu un peu des capitales comme ça, comme Maubeuge au niveau du rap, qui était très très chaud avec Hicham, le graffeur, qui était à l'époque qui s'appelait Shaman et qui était rappeur dans un groupe qui s'appelait l'ODMD et qui était vraiment très chaud pour l'époque. Nous, moi j'étais pas, si j'étais fait rappeur, mais je ne vais pas me considérer comme rappeur, mais mes potes rappeurs bloqués sur Hicham notamment et les rappeurs de Maubeuge. L'ODMD c'était une référence pour les rappeurs de Maubeuge. Parce que c'était l'une des premières générations de rappeurs dans la région et c'était probablement le premier groupe à avoir ce niveau-là. Puis on avait fait venir NTM dans leur début. On avait fait venir Lunelli. Il est en train de dire que vous avez fait venir NTM à Maubeuge dans leur début. Dans leur début, les Lunelli, les Fabulous Troubadours. Lunelli, les Fabulous Troubadours, en fait c'est des références en époque qui sont incroyables. Et tout ça, on les a eu dans une petite salle des fêtes, même pas à Maubeuge, c'est à Philly, une petite ville encore à côté, où il y a l'espace géographique et des événements. Et voilà, il s'est passé plein de trucs à Maubeuge, et c'est vrai que merci. Hein, parce que là, ODMD, c'est que même avant Africa, que j'ai cité tout à l'heure, il y avait tout un courant, et je pense que c'est eux qui nous ont inspirés vraiment qui nous ont fait rentrer dans la culture hip-hop, vraiment pure. Voilà, c'est vraiment par le rap, parce que voilà, ils étaient même au niveau des. Je me souviens à l'époque de leur tenue, comment il y avait les baguilles, les machins. Ils étaient vraiment dans un mood en fait. Et ça, c'était des personnages quoi. Donc, on était tout petits, on faisait ça. Je ne parle pas beaucoup de différentes générations, mais en même temps, moi je me souviens que ça m'impressionnait quand même pas mal, quoi, tu vois, tout ce travail. Ouais, il y a tout un style, des images autour de la culture hip-hop qui donnent envie. Bien sûr. Un petit peu. Non, allez, vas-y, Anissa. Est-ce que je vois leur tourner? Donc il y avait le clip, tu avais déjà cité Balou, mais peut-être aussi, j'avais une dernière question pour vous quatre, mais peut-être que vous. La dernière question c'était, c'est quoi, s'il y avait un événement, ça peut être un événement particulier que toi tu as vécu, ou un événement culturel dans lequel vous avez été, qui a fait que ça a un petit peu fait un tournant dans votre façon de voir votre potentielle carrière, enfin, en tout cas de se dire, tiens, en fait, je veux me professionnaliser là-dedans, quoi. Voilà. Du coup, je te vois pas la question précédente. Si, tu peux. Si. Ok. Franchement, c'est dur. Un événement, c'est très dur. Mais pour répondre à la question précédente, ouais, c'était Balou. Mais franchement, alors moi, je suis impressionnée quand on se fait autant de blagues comme ça. C'est peut-être à force d'avoir raconté et tout, mais respect. Moi, j'ai pas trop envie d'avoir des gens sur le dos, donc je vais même pas dire de blagues. Parce que je suis fatiguée, vous voyez, la vie de jeune mère, bientôt plus si jeune, mais voilà. Mais en gros, il y a quand même des lieux, et les gens se reconnaîtront à travers ces lieux, mais si je dois citer un peu les gens qui m'ont entourée, ils ont tout Gare du Nord, je fais des petites références, vous voyez, GDN, Gare du Nord, voilà, c'est Gare du Nord de Bruxelles, on s'entraînait beaucoup. C'est là que Chris Balou, du coup, nous a beaucoup entraînés. Gare du Luxe, en fait, on s'entraînait vraiment dans les gares. Et donc tous ces gens-là qui s'entraînaient à Gare du Nord avec ensemble, en fait, Gare du Luxe. Il y a aussi Thousand Pieces Puzzle, c'est une formation que j'ai faite, qui a été créée par Cindy Glass en 2015, et c'est un peu ce qui m'a boosté. C'est là que j'ai fait Freestyle Lab aussi. Ça m'a un peu donné les possibilités pour, en tant que jeune danseur hip-hop, comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas toujours obligé de faire que des battles, mais même si on veut faire que ça, en fait, tout le champ des possibles. Donc c'est un peu ces trois trucs que j'ai envie de citer, pour tous les gens qui se reconnaissent à ces lieux et à ces formations, parce que j'étais gravement entourée, vraiment. Moi ou Freestyle Lab, peu importe, c'est pas du tout, j'estime pas que c'est un projet en solo, même si on va pas se mentir, l'administratif et tout ça, c'est quand même pour moi. Mais pour moi, c'est tous des projets et des moments de groupe en fait qu'on a vécu. Tout à l'heure, Afid disait un truc hyper, qui moi résonne fort. C'est le truc de l'état d'esprit en fait. Moi j'avais un taf temps plein sur le côté, j'avais pas un team qui était à ma place, c'est bizarre. Et je m'en foutais en fait, je calculais pas trop ce que je faisais, je me disais pas je vais dans ce hip-hop professionnel. Mais c'est tous ces gens que je rencontrais, tout l'état d'esprit qu'ils avaient, les discussions tellement deep qu'on pouvait avoir en 5 minutes entre deux présélections. C'est vraiment cette connexion aux gens, moi j'ai vraiment kiffé. Et en fait de là j'ai compris que voilà, c'est une culture, c'est une histoire, c'est des valeurs, c'est une communauté, surtout c'est les gens que je chéris vraiment, qui m'ont apporté, qui m'ont fait vivre des moments de fou. Donc j'ai vraiment pas envie de forcément citer des blagues, un jour peut-être j'arriverai, mais voilà.
Mais du coup, c'est tout. Et puis, tu as une question, un événement, franchement, c'est très dur. C'est très dur. Et puis, je dirais qu'il y a un peu deux côtés dans ma vie. Il y a eu vraiment le côté Anissa dans son hip-hop et le côté freestylage. Parce que voilà, avec mon asso, du coup, j'ai pu inviter énormément de gens, organiser énormément d'événements. Je ne peux même pas dire ce que j'ai préféré. Même moi, en tant qu'Anissa, je ne sais même pas dire. Parfois, non, il y a beaucoup dans le Nord aussi sur des battles. J'adore le Nord. C'est un peu des Belges pour nous. C'est l'inverse, ouais. Mais du coup, franchement, il y a des battles que j'ai fait ici, ça m'a donné trop de sensations. Je rentrais chez moi avec. C'était une folie. C'était trop bien. J'allais taper le lendemain à 8h du matin en taf sans but. Non, je rigole. Mais vraiment, ça peut être un bête battle où ouais, il n'y a pas trop de monde, on s'en fout. Mais c'était trop important ce qu'on vivait du haut de 25 ans, peu importe en fait. On ne saurait pas trop dire, mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé tout mon parcours. Et même s'il y avait la fatigue, les coups durs, on se remet beaucoup en question. Je pense que c'est pas sur le moment, on oublie aussi du moment présent, mais là, avec le recul, je me rends compte, on est un peu, désolé, je sais pas si vous pensez pareil, on a un peu des schizo parfois, on vit mille vies en même temps. Et en vrai, c'est partout que je chéris en fait. Je chéris les rencontres, les moments qu'on a pu vivre, que ce soit voyager, même à Bruxelles, peu importe. Les rencontres qu'on fait encore, même après 10 ans, on fait encore des rencontres de fous. Et une nouvelle génération qui arrive, il y a des gens avec qui on connecte, on n'avait pas connecté forcément avec eux il y a 10 ans, c'est maintenant qu'on capte en fait l'humain derrière l'artiste et c'est trop beau, je trouve. C'est ça qui est beau dans cette culture et voilà. Et moi, je n'ai pas trop calculé, je sais plus, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand tu as posé la question, en mode est-ce que vraiment je me sentais hip-hop. Enfin, moi, il y a eu vraiment l'avant freestyle où je faisais de la danse et d'ailleurs, je suis venue à Montpellier, je prenais des cours de Rafik, Mendo, à la Louvière, après j'ai pu danser à Charleroi, machin. Puis il y a eu Super D, il y a eu l'après, j'ai découvert le freestyle et là j'ai capté en fait. La rencontre de Super Dave, par exemple. Pardon ? La rencontre de Super Dave, ça a été un événement important. Ah, ça j'avoue. Pardon, je l'ai pas fait. J'aurais dû le citer. Mais j'avoue, mais après je l'ai déjà fait tout à l'heure du coup, mais c'est vrai que je dis souvent, c'est un moment qui m'a marqué. Du coup, on était au Millennium. Le gars il nous voit dans les couloirs, on avait tous notre pull, notre logo crew à l'époque, mon Dieu, c'est génial. Et il me dit, vous n'êtes pas d'ici. Non, on n'est pas d'ici. On sortait d'un camp Corée, ils avaient déjà fait 32 x 8 la semaine d'avant, donc on débarquait à LA, et on voit 32 x 8 le jour on est là, mais c'est horrible. Moi je sors du cours en mode, non, c'est vraiment pas ce que je veux faire dans la danse. Et là il me voit, il me dit, venez, j'ai un peu de freestyle. Et première fois de ma vie, j'ai dansé en regardant les gens dans les yeux. Parce que du coup, ils nous mettre deux par deux et puis faire ensemble, se chauffer comme ça. Et je disais, mais c'est ça la danse en vrai. C'est vraiment regarder les gens dans les yeux, kiffer, passer un moment ensemble, une salle, bête de musique. Et la meuf de la réception du Millennium est venue fermer le Millennium et elle a dit en fait, il est minuit, là je ferme. Et on a de 1h30 de cours, on a passé 3 heures à délirer avec ce D. Et en vrai, ça c'est un moment marquant. Merci. Avec plaisir, j'aurais bien aimé te faire. Du coup, pour ma part, c'est pas un événement qui m'a marqué. Enfin, moi, c'est une personne vraiment qui m'a, on va dire, donné envie de continuer. C'est Sofiane, du coup, Sofiane Chandal. En fait, du coup, moi, j'ai la chance d'avoir commencé à Secteur 7, d'avoir grandi à Secteur 7 et de travailler avec eux, en fait, parce qu'actuellement, je travaille avec eux. Et en fait, nous, on est une asso où il y a beaucoup de passages, même si c'est des gens qui ne travaillent pas forcément avec nous au quotidien, qui viennent nous voir tout le temps, comme Afrique par exemple. Et du coup, c'est surtout des discussions en fait, avec ces personnes-là, entre nos pauses, etc., qui sont importantes pour moi. Et il y a aussi les événements de connexion freestyle. Parce que moi, du coup, ça fait pas longtemps que le freestyle vraiment. J'ai vraiment commencé avec Connexion Freestyle et c'est surtout les rencontres que j'ai faites du coup lors de ces événements avec Yoann. Du coup, déjà j'ai rencontré Yoann. J'ai rencontré notamment 2 personnes qui m'ont marqué aussi. C'est Mams et la maison, du coup, qui entre guillemets sont importantes pour moi parce que c'est des personnes qui même
même s'ils ne sont pas amoureux, même s'ils ne sont pas de ces concepts, c'est des personnes qui me poussent en fait, qui sont là derrière moi, qui me conseillent. Et aussi pour revenir à la question d'avant, pour les personnes qui m'ont transmis, le premier, du coup, ça a été Hercule. C'était vraiment le premier en hip-hop. Et après, en fait, c'est une prof à l'époque qui est chez nous, qui s'appelle Emily, qui, elle, a été formée par Sofiane, Karine et Nora, du coup, et qui nous a transmis tout ce qu'elle a eu. Du coup, on va dire que moi, ma formation vraiment en danse, en général, ça vient vraiment de style, du coup, Hercule, Nora, Karine et Sofiane, même si j'ai jamais pris cours avec lui. Et après, bien évidemment, qu'on a eu d'autres par la suite, et encore actuellement, comme Delphine, du coup, Delphine aussi qui nous pousse dans le freestyle. Et voilà, en fait, moi, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Voilà, je suis au début, je suis vraiment au début. Et petit à petit, je rentre dans le professionnel avec une première expérience, avec Sofiane, du coup. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu. Tu nous as partagé plein de choses, plein de blagues. Tu as remis le doigt sur Sofiane Chalal, qui était invité, qui était à votre classe il y a un an, qui était ton binôme. Tout à l'heure, tu parlais du JD, le seul battle, enfin un des seuls battles que tu as fait, qui était le binôme d'Afid sur le JD, je pense que ça doit être 2006, JD 2006 à Lille. Moi, ce que je retiens dans vos switches, on va dire, c'est surtout le côté discussion et pas forcément la danse, c'est le fait d'avoir rencontré des gens, d'avoir discuté. Donc voilà, si aujourd'hui on propose ce format d'événement, encore une fois, c'est pour créer ce type de rencontres et d'échanges. Avant de finir ce temps de parole, vous allez tous reprendre le micro, pouvoir peut-être dire la chose que vous n'avez pas dite, que vous avez envie de dire. Et moi, j'ai une question à laquelle on pourrait débattre pendant longtemps, mais si vous avez, vous, une façon de voir les choses, c'est quoi, quelles sont pour vous, là où les petites clés, les petites choses qui font qu'on perd pas on puisse vraiment faire de l'intergénérationnel, c'est-à-dire transmettre, continuer à transmettre entre les différentes générations de danseurs ou DJ ou graffeurs, en tout cas des différentes générations qui traversent les époques. C'est quoi pour vous? Quel est le petit truc qui fait qu'on peut réussir à ne pas perdre le fil? Je vais juste prendre 10 secondes parce qu'il y a un truc que je vais revenir sur le truc. En fait, tu sais, on a parlé beaucoup des moments clés. Moi, il y a 2 moments clés. Je vais t'avouer, c'est important parce que je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Parce que le premier clé, les 2 moments, on était avec Romu. On avait fait un événement au Koweït à l'époque. C'était en 2011, je crois, 2012-2011. Je crois que c'était ça. Et en fait, on devait monter une pièce là-bas avec les instituts français. Et ce truc, en fait, cette rencontre, elle était incroyable parce qu'on avait monté une pièce. On était dans un endroit qui vaut aujourd'hui à l'Olympia, tu vois, et quel est où tous les plus grands chanteurs du monde arabe ont chanté là-bas, ils allaient être détruits, ils allaient être le dernier spectacle, ils allaient être détruits pour mettre des mots, un petit peu, tu sais, un petit peu la mondialisation. Voilà, les centres commerciaux, donc c'était un peu truc. Donc on a fait le dernier spectacle, et ce spectacle-là, il faut savoir que là-bas, les femmes n'ont pas le droit d'être sur scène, etc. C'était très compliqué, danser dans la rue, tu peux te retrouver en prison. Et nous, on a monté une pièce avec des Philippins, des Soudanais, des Irakiens, des gens qui venaient du Yémen avec une père qui était là aussi, en fait, des Palestiniens, des Belges. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, dans ce moment-là, il y avait, le temps d'un instant, tous les pays du monde en conflit, mais nous, on était en train de célébrer notre différence, en fait. Et que dans un moment d'union, dans un truc, tu vois, il y a un truc qui est incroyable, je n'oublierai jamais ce moment-là. C'était pourtant un truc où c'était un peu galère, mais pour moi, il m'a tellement touché, et de là, en fait, ça a complètement changé la conception de ma vision de la danse. C'est pas parce que c'est pas un courant, c'est pas un mouvement, j'ai parlé avec des gens, et de là, en fait, depuis une dizaine, quinzaine d'années, j'ai continué à travailler là-bas. On a travaillé sur un mouvement progressiste. On est les premiers profs de hip-hop là-bas. Après, moi, j'étais un peu le tonton du Koweït, un peu là-bas, tu vois. Donc aujourd'hui, tous les danseurs
sont des chorégraphes de comédie musicale, pardon. C'est des gens qui maintenant il y avait des filles maintenant qui dansent, qui ont aussi leur truc. Donc en fait il y a un mouvement progressiste et c'est super important. Ce qui est important, c'est pas seulement la rencontre humaine, mais aussi la rencontre dans un espace. Et voilà. Et le deuxième petit point important, c'était justement, j'étais content quand Romu a fait le Hip Hop Games, parce que le Hip Hop Games c'était le seul espace qui existait, il pouvait s'exprimer sans aucune barrière, sans se prendre la tête, sans être jugé, parce qu'au contraire, ce qu'on voulait voir, c'était des choses qui étaient nouvelles. Et c'était vraiment de se challenger. Et ça, c'est vrai que dans les débuts, en tout cas, moi, je ressentais fort ce truc-là, même encore, très longtemps, j'étais un petit peu moins, mais au début, c'était dingue, et ça l'est encore. Hein. Mais vraiment, ce truc, moi, je me souviens que quand on en parlait, et à l'époque, au Koweït, Romu était dans son ordi, en train de mettre en place ce projet-là, qui allait vivre 2-3 ans plus tard, il faisait cette petite vidéo. En fait, il y a une histoire. Après chaque événement que ça perdure, c'est des années de taf. On a été dans des moments de grand plage, sans citer avec qui on a été au bout du monde. Il y a eu des pleurs, vraiment, des mecs qui disent non, lui il n'a pas pleuré, mais si. Et des mecs, il y a des gens qui ont été fragiles, des trucs comme ça. En fait, et pour rebondir à ta question, sur la deuxième question, ce qui va transmettre l'intergénérationnel, c'est pas le mec qui fait des belles steps, c'est pas le mec qui a un blaze. On n'en a rien carré en fait, on n'en a rien à foutre. Je le dis bien en foot. On a du respect pour les personnes, quelles qu'elles soient, de leur parcours, je respecte. Et moi, c'est l'humain. Moi, j'étais fan de certaines personnes, mais vraiment, c'est un grand mot, que j'appréciais. Quand je les ai rencontrés, j'étais plus fan du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Et à l'inverse, il y a des gens qui m'ont inspiré, qui n'aiment pas forcément du hip-hop, qui ont donné un sens à ma carrière, juste parce que j'ai eu un moment, j'ai échangé avec eux. Tu vois? Et ça, pour moi, ça a été... Après, je raconte mon histoire. C'est pas l'histoire de ça, c'est pas l'histoire de Maïla, c'est pas l'histoire de Rams, c'est mon histoire. Et grâce à Dieu, on est encore là, sur encore de beaux projets et sur de gros événements. Donc, on est fiers parce que moi, je suis pas dans le réseau et tout, mais juste pour info, on travaille sur un projet de création avec la Chine Sauvage aujourd'hui, crypto-chorégraphique. On chorégraphie pour des stades, donc des événements dans des stades. Là, on fait un truc à Marseille bientôt avec le drone. On fait la Golf Cup, on fait des gros événements événementiels. C'est juste pour poser, c'est pas parce que les gens sont silencieux qu'ils ne disent rien. Parce que les tonneaux vides font plus de bruit que les tonneaux pleins. Voilà. Merci. Et cette discussion, elle est totalement faite pour ça, pour que chacun raconte son histoire. En fait, on a chacun une histoire particulière et authentique. Et du coup, merci pour ton témoignage. Et ensuite, tu nous partageras un petit peu de move. Donc, c'est la suite de cette discussion, mais tu vas nous partager du move aussi. Oui, si tu veux. Yes. Par rapport à l'événement. Non, tu peux... Si tu as un dernier truc à dire sur ton parcours, que tu as envie de partager, quelque chose qui te paraît essentiel, n'hésite pas. Qu'est-ce qui ferait que pour toi, ça marche et qu'on puisse faire perdurer le lien entre les générations dans cette culture? Je pense que le moteur principal, je pense que ça reste la passion en fait. Dans l'histoire de transmission, de faire perdurer le truc. En tous les cas, moi c'est ça qui m'a amené là, c'est que j'ai été passionné par la culture hip-hop et par ces différentes disciplines. Et je pense que, en tous les cas, pour moi, je pense que le plus important c'est la passion. Après, bien sûr qu'il y a l'humain, le fait de rencontrer des gens, de t'enrichir, parce que pour moi, le hip-hop, ça a vraiment une source de richesse, c'est-à-dire au niveau des idées, que ce soit des valeurs politiques ou autres. C'est pas que de la musique, c'est pas que de la danse, c'est pas que l'entertainment, c'est aussi ça te forge en tant que personne. Et donc moi je pense que le hip-hop m'a apporté beaucoup à ce niveau-là. Et ce qui m'a permis de rester dedans, de transmettre et ce que les autres m'ont transmis aussi, je pense que c'est aussi beaucoup la passion. Le fait d'être animé par cette passion et de croire en quelque chose et de le vivre. De toute façon, c'est ce qu'on dit, les hip-hop, tu le fais pas, tu l'es. C'est plutôt en anglais, en américain, il y a une phrase qui dit rap is something you do, hip-hop is something you live. Et c'est vrai, le hip-hop, tu le vis, tu le fais pas le dimanche ou le soir après le boulot, tu le vis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc je pense que le fait de vivre, d'avoir cette
le terme n'est pas exact, mais un peu comme une religion que tu vas vivre, que tu vas sentir en toi, que tu vas vivre, exercer, etc., apprendre. Je pense que la culture hip-hop, il y a aussi ce côté, même si je ne le mets pas au niveau qu'une religion, mais il y a quand même ce côté vraiment au-delà de. Voilà, c'est vraiment un lifestyle, c'est vraiment quelque chose que tu vis, pour lequel tu es passionné, où tu donnes énormément, mais tu reçois énormément en retour aussi. Et ça t'amène, comme disait un film, à vivre des situations de dingue que tu n'aurais jamais pu, auxquelles tu n'aurais jamais pu accéder en étant petit bourgeois, petit armentirois, tu vis dans une petite ville de province, une catégorie socio-culturelle bien en dessous, donc tu n'as pas accès au voyage, à la culture de ouf. À la base, tu te dis c'est pas pour moi, quand tu n'y penses même pas, et puis ça te tombe dessus, et puis tu le vis, et tu profites de ça sans même t'en rendre compte en fait. Et je pense que ça, oui, c'est beaucoup les rencontres humaines et aussi la passion qui fait que y a toujours des gens qui sont là pour transmettre et d'autres qui ont besoin d'apprendre, et donc ça perdure tout simplement. On le voit comme ça après. Franchement, j'aurais dit pareil, la passion c'est la base. Je pense que quand tu es passionné, peu importe, là on parle de hip-hop, mais tu peux être passionné de n'importe quoi. Quand tu as la passion, ça va te pousser à aller chercher plus. Du coup, passion plus knowledge, tu peux que trouver les bonnes infos sur cette culture et du coup tu vas la respecter, elle va te respecter aussi. C'est un échange, donc voilà, quand il y a la passion, il faut écouter cette nouvelle génération. Après, pas être fermé au changement aussi, je dirais. Les enfants, ils arrivent sur Terre pour te montrer le futur en vrai, donc faut pas être là avec son ego et voilà, et se dire ah non, c'est pas comme ça, mon époque c'était comme ça. En fait, chacun vit son époque, mais après, la richesse est dans l'échange et dans le partage, et que voilà, toutes ces infos et toute cette culture, elles se partagent comme ça. Après, vraiment, c'est voilà, tant qu'on respecte la culture, qu'on respecte l'histoire, qu'on respecte les valeurs, l'état d'esprit de ce truc, en fait, tu peux faire que du bon. Mais tant que tu la respectes. Et après, cette culture, elle va te respecter aussi. Alors moi, je suis là, je suis blanche, je suis européenne, on n'est pas américain, on est que de passage dans cette culture, donc on dit notre truc, on kiffe, quand on kiffe, tant mieux. Si moi je kiffe plus, à un moment donné, c'est tout en fait. Il faut passer le flambeau, il faut pas. Voilà, c'est tout. Je pense que tout dans la vie a un bon timing. Voilà, en tout cas, on espère que le timing de la vie est comme ça et il faut laisser un peu priver. Et après, je pense qu'il faut pousser un peu la nouvelle génération, les sortir un peu de chez eux, parce que voilà, à l'époque, là je vais faire un peu l'ancienne, je dis qu'il ne faut pas faire, mais c'est vrai que maintenant il y a les réseaux, il y a les plays, il y a tout ça, on est beaucoup plus chez nous, et donc il y a peut-être plus cette nouvelle génération qui a moins envie d'être. Après, c'est tout plein de conditions qui font que oui, c'est plus comme avant, les jeunes sont plus non-stop dehors, il y a plus vraiment. Nous en Belgique, on n'a plus beaucoup de MJ, ils ont des jeunes et tout. Donc forcément, il y a une différente approche au hip-hop, à la danse. Donc là, il faut aller payer des cours de danse, ça coûte cher. Donc, non, en fait, voilà, après, il y a plein d'autres espaces, il y a plein d'autres lieux où on peut aller pratiquer chez nous en Belgique et tout ça, mais il faut peut-être aller montrer un peu aux jeunes ce qu'on fait. Donc moi, je trouve ça important de continuer à aller à la rencontre des jeunes. Parce qu'après, tu peux en passionner, il y en a 15 dans un groupe, tu peux en passionner 2, et 2 personnes, c'est déjà énorme, parce que peu importe qui peut ou pas, il pourrait passionner n'importe quoi, mais quand tu arrives à passionner un jeune, c'est incroyable ce qu'il peut arriver à faire, comment il fait après la jeunesse, ils sont trop vifs, ils vont aller guider des trucs, ils vont aller rechercher, ils vont aller se faire leur... ils vont se faire un peu tout seuls, voilà, pas vraiment tout seul, mais tu vois ce que je veux dire, donc moi je pense qu'il faut être ouvert, il faut partager beaucoup. Et moi, je suis pas là à dire, de toute façon, après, on a une initiation, je suis pas là pour dire, ouais, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je suis là pour partager ma personne. Tu prends ce que tu as envie de prendre, tu prends pas ce que tu n'as pas envie de prendre. Et on est là vraiment pour un flux d'énergie, de choses, de belles choses à vivre. Et je pense qu'il faut passionner vraiment de manière hyper générale, pas en restant que dans le hip-hop, la nouvelle génération, là, voilà, s'il y a des passionnés qui naissent du truc, c'est trop bien. C'est pas des gens passionnés, des gens heureux, des gens qui ont envie de faire le bien, tout simplement. Je pense que le hip-hop, c'est juste un reflet de notre société et ça peut être vraiment cool d'avoir des gens passionnés et pas l'inverse. Mais voilà, je sais pas si vous me faites comprendre. Merci. Voilà, t'as envie de rajouter quelque chose? Moi, je vais juste rajouter un petit truc. Du coup, moi, je me mets à la place forcément de la nouvelle génération. Merci.
Pour moi, en tant que nouvelle génération, ce qui est important, c'est d'aller chercher les informations, mais les vraies informations. Parce qu'on est quand même dans une génération où il y en a beaucoup qui viennent de consommer, mais en fait, ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne comprennent pas que, par exemple, ça vient de la culture hip-hop. Pour eux, c'est juste qu'on est quand même beaucoup dans une génération de paraître, de bling-bling, de réseaux sociaux, de télé, enfin, on est beaucoup dans ça maintenant. Et on oublie en fait à la base ce qu'on fait en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui ne vont pas prendre forcément les vraies informations. Alors que pour moi c'est super important. Alors oui, comme vous disiez, il faut rester ouvert, il faut évoluer avec son temps, mais il faut quand même, comme on a dit tout à l'heure, apprendre la base en fait. Et pour moi c'est ça aussi qui est important en tant que nouvelle génération, c'est vraiment d'aller chercher la base et pas juste de consommer et je ne comprends pas ce que je fais en fait. Voilà. Pour comprendre. Bien sûr. Tu auras 5 minutes en droit d'initiation. Je peux rajouter 15 minutes de trucs. Ah, le tricheur. Non, je veux juste ajouter que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de nous envers la nouvelle génération. Évidemment, il y a nous envers l'ancienne génération. Et justement, je trouve que même quand on entend des histoires où c'était galère, vous allez, quand on rencontre un peu Pintato, c'est un événement en fait. Et que là maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'opportunités qu'avant, on voyage beaucoup plus facilement, il y a des structures qui mettent en place ce genre de choses. Et du coup, c'est important d'arriver à pouvoir rencontrer les gens qui étaient là avant nous. Et on peut les inviter, on peut aller les voir, aller à leur rencontre. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est pas forcément dans des cours de danse qu'on va capter certaines choses, mais c'est dans des anecdotes. Et moi, je trouve beaucoup aux événements, plus les camps et tout ça, qu'on a le temps d'organiser, qu'on peut organiser. Et le moment où on chill ensemble avec des anciens et tout, c'est hyper précieux. Et ça se partage pas forcément en cours de danse. Et parfois, oui, mais je veux dire, la petite anecdote qui va faire que tu vas capter, ah ouais, ok, ce step c'est comme ça, ou alors, ah ouais, ok, c'est pour ça que cette valeur-là, elle est importante. Donc voilà, je trouve dans l'autre sens, c'est hyper important aussi. Je veux juste rajouter ça. Super, merci. Ça fait du lien avec ce qu'on vient de faire, donc c'est un exercice particulier de se raconter comme ça, mais c'est important. Et du coup, merci à vous. Ce que je retiens, moi, c'est que vous avez dit un nombre incalculable de fois passion. Donc restons passionnés, soyons curieux et ouverts aux générations avant nous, aux générations après nous, se déplacer, aller poser des questions. En fait, les artistes hip-hop, quand même, de façon générale, sont assez accessibles et ok à partager leur vécu. Donc n'hésitez pas à aller solliciter, poser des questions. Comme tu le disais, c'est hyper accessible maintenant avec les réseaux sociaux, on a l'accès à tout le monde. Donc soyons ouverts à poser des questions, à se déplacer, à venir faire. Tu le disais, toi Arnaud, Asphalt, que en fait c'est un lifestyle, on fait tout le temps et ça transpire dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre. Et on fait parce qu'on comprend ce qu'on fait. Et on comprend, quand tu disais comprendre, c'est qu'on comprend l'histoire et pourquoi à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire ce step-là, pourquoi ce step-là lui a été inspiré et pas juste, c'est juste une forme qu'on fait avec notre corps et qui passe bien sur le son. Derrière, il y a toute une histoire à creuser pour aller au-delà de juste une exécution.